Richard. Alors dites-nous, racontez-nous l'aventure de votre vie, qu'est-ce qui vous a amené à l'image? Ah, écoute, c'est un aveugle. C'est un aveugle, c'est drôle parce que je suis bon. Normalement, on ne rit pas de ça, mais enfin... non, c'est un aveugle parce que c'est, curieusement, dans mon village, évidemment, on monte toujours dans son village, un aveugle qui venait faire des projections de films avec son chien policier. Mais alors, il fallait toujours c'était la salle du curé. Au début, c'était au presbytère même. Et il venait projeter des films du style Rintintin, du style Charlie Chaplin, évidemment, ou Laurel et Hardy. Enfin bref. Et alors, le curé avait dit, bien sûr, il faudra que quelqu'un amène... il faut un écran, il n'y a pas d'écran. Alors, il fallait un drap de lit. On mettait un drap de lit, le curé ne mettait pas son drap de lit. Donc c'était ma mère qui apportait le drap de lit. Et prenait ça précieusement dans son armoire. Et puis on descendait le chemin, tout ça. On allait pour la cérémonie avec l'aveugle. Il fallait aider pour équiper son projecteur, hein, puisqu'il fallait mettre le film sur le projecteur. Ça se passait à Chevron. Oui, à Chevron, où je suis né, un village dans les Ardennes. Donc c'était fascinant, j'avais 5-6 ans. Ce drap de lit, pour moi, est devenu sacré. Je ne sacralise pourtant pas beaucoup de choses, mais ce drap de lit-là, parce que il fallait l'attacher, et puis il fallait, après la projection, il fallait aider l'aveugle pour mettre la bobine, le film dans le rouleau du projecteur, enfin. Et puis après, il fallait enlever ce drap de lit qui avait eu toutes ces images fabuleuses. Il n'y avait pas de TV, il n'y avait rien dans la maison chez moi, bien sûr. Mais il y avait eu ces images, Rintintin, Charlot, c'était merveilleux quand il y avait Charlot. Et après, on rentrait avec ce drap de lit en dessous du bras. Enfin, moi, je gardais ce drap de lit en dessous du bras. Comme si les images, quand on allait mettre le drap de lit dans mon lit, allaient m'envahir, me ressurgir. C'était vraiment quelque chose, comme quand on a cet âge-là, qui est merveilleux, quoi. Dans les Ardennes, on n'avait pas la télé, peine la radio, c'était une grosse radio qu'un ingénieur, M. Jamard, avait fabriqué lui-même. Alors on avait tout juste la RTB, quoi, ou l'INR, pardon. Et alors, je suis arrivé progressivement comme ça vers la fin de mes humanités, à faire du théâtre. Je venais faire du théâtre, mais je faisais faire du théâtre, pas comme au collège, mais comme dans mon village aussi, quoi, hein, en jouant des pièces d'Arthur Masson, en jouant du Labiche ou du Courteline, enfin, avec notre façon de faire, avec notre façon d'être bien paysanne et avec une bonne voix rocailleuse de chevron. Et l'accent wallon. Et l'accent, si possible. Et le parler wallon, pardon. Et alors, c'est-à-dire que oui, il y avait des pièces en wallon, mais déjà avec Arthur Masson, c'était moitié français, moitié wallon. On faisait des revues qu'on inventait nous-mêmes aussi en wallon. C'est-à-dire, on jazzait, comme Soula, et on se moquait des gens, quoi. On faisait des petites représentations qu'on appelait la revue, et c'était toujours souvent axé sur la façon dont les gens allaient entrer dans l'église, par exemple, comment ils s'asseyaient aux endroits où ils pensaient qu'ils devaient s'asseoir et la façon dont ils étaient en représentation. Et on se moquait de cette histoire, de cette façon d'être en représentation. Je veux aussi raconter cette histoire de comment passer, appelons ça du théâtre, de ce qu'on faisait au cinéma. C'est très difficile, mais c'est quand même en même temps révélateur. À un moment donné, un gars du village me dit, tu sais pas, tu as fini ta réto, qu'est-ce que tu vas faire? 17 ans et demi, qu'est-ce que tu vas aller? Ben, je dis, j'en sais rien, moi, je sais pas du tout, je fais du théâtre, je vais peut-être faire du théâtre. Du théâtre, il me fait, oh là là, où vous allez, vous soula. Tu ne vas pas gagner de veille, qui me dit, papa, tout cela, c'est impossible, hein, tu ne vas pas attaquer. On fait des théâtres, hein. Dans nous qui mangent à vous soula. On ne mange pas quand on fait du théâtre, c'est là derrière. Et alors donc, il y a un mec qui me dit, mais je connais un gars qui parle dans le poste, il s'appelle Robert Delieu, c'est un Robert Delieu. Et il connaît certainement parce qu'il fait aussi du théâtre, mais je crois qu'il parle dans le poste, donc il y a moyen de faire du théâtre et de parler dans le poste, mais la télé, on n'en parlait pas encore trop. Ben, je dis, je vais aller le voir, puisque
bah, peut-être faire du conservatoire. Je vais voir le gars avec mon accent à rocailleux de Chevreau. Je dis bonjour, comment allez-vous, monsieur Delieu, ça va? On m'a dit que vous étiez quand même quelqu'un de bien, puisque vous savez faire du théâtre et vous parlez aussi à la radio. Moi, j'aimerais faire un peu comme vous. On fait du théâtre dans nos villages et ça marche, ça marche. Mais, dit-il, vous avez quand même... ça a une signification, vous avez un accent, qui me dit. Oh, Denis, je n'ai pas d'accent, quand même, ne va pas venir. Mais si, je ne veux pas vous envoyer au conservatoire avec cet accent. Oh, allez, quand même, j'avais pris un copain avec moi du village, avec qui on jouait, Fernand Squelin. Et Fernand, on se regarde, et ouais, que ça ne va pas, ça. Si, mais écoutez, ne vous affolez pas, vous pouvez perdre votre accent, hein, parce que je vous donnerai des cours de phonétique plus tard. Et voilà, il faut acheter un ordinateur. Un ordinateur, non, pardon, un enregistreur. On ne reconnaissait pas sa voix. Fernand, et toi qui parles comme ça, Fernand, comment dis-tu, t'es revenu? Et quand est-ce que tu retournes? On ne reconnaissait pas sa voix. Et alors après, il y a eu plus tard la même chose, avec une petite caméra qu'un ami de mes parents était venu, M. Osdin, il vendait des montres à Serein, et on l'avait hébergé pendant la guerre, il est venu avec une petite caméra, et il nous a filmé, mais on avait déjà 22, 23 ans, c'était une petite... et alors, on s'est regardé, il n'y avait pas de son encore sur cette caméra, mais on a vu aussi que l'image... on ne se ressemblait pas tout à fait non plus sur cette image. On ne savait pas qu'on marchait comme ça, qu'on courait comme ça. Et je dis, c'est bizarre. Hein, Fernand, on est toujours... Et donc, avant de découvrir les autres, en fait, voilà. Ça vous a permis de vous découvrir d'abord voilà. vous-même. Exactement. Alors je me suis dit, tu vois, c'est quand même, ces objets-là, c'est quand même quelque chose qui trompe, quoi. Ça trompe, ça, c'est pas vrai. Et puis on a bien dû se rendre à l'évidence que de fait, on ne se connaît pas, qu'on ne sait pas comment on parle, on ne sait pas les gestes que je fais. Là, maintenant, je ne sais pas si j'ai jamais fait autant de gestes de ma vie que maintenant. Je ne me connais pas. Quand je me verrai sur ta caméra, je vais certainement encore dire, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Et pourtant, c'est moi, et c'est pourtant quelque chose qui est... Moi, je vous trouve très bien parce que vous êtes authentique. Oui, mais c'est la difficulté, cette authenticité qu'on retrouve difficilement dans la société, parce que la société, elle est un jeu de rôle, quoi. Et c'est un peu ça que j'ai trouvé intéressant dans la formulation que j'ai, enfin la formule, je veux dire, de cinéma que petit à petit j'ai été amené à faire. J'ai fait mes études, l'IEX, etc. Puis à l'IEX, on ne m'avait pas appris à filmer, donc j'ai dû apprendre sur le tas plus tard. Enfin bon, je ne vais pas faire tout le parcours. Ah, il y a Juliette qui joue du piano. Votre fille. Oui, c'est ma fille. C'est elle ou c'est Arthur, hein. On va leur demander d'arrêter peut-être. Ah oui, je veux bien, j'y vais. Mais je vais leur dire, oui. Bien. Arthur, c'est Arthur. Bonjour. Voilà, tu vois. Bonjour Arthur, oh, ça fait longtemps. Avec Aurélie. Ils sont en tenue de collège, tu vois. Ah oui. En uniforme. Est-ce qu'on est beau En uniforme comme Je moi. vous ai plus vu depuis, je crois, 7-8 ans. Et ben voilà. Voilà. Ben voilà. Ah, joue, là, Voilà, mais donc, tu joues. Oui, d'accord. Maintenant, il vaut mieux plus jouer pour l'instant. Quoi? Il vaut mieux pas jouer. Non, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Il freine pour nous. Merci. Allez, ciao, à tantôt, hein. Donc... oh là là, dis donc. Donc, Vous avez la crève aujourd'hui. Oui, je l'ai attrapé. Je suis rentré d'un tournage avant-hier, à Bruges, et il faisait encore beau, comme ça le soleil était arrivé en fin de journée. Je suis sauté sur mon vélo, que je n'avais pas pu pratiquer le matin, et je suis filé dans le bois, et j'ai pris un coup de froid, je ne me suis pas habillé assez chaudement. Parce qu'il faut dire que tous les jours, Ah, tous les jours, je roule. combien de kilomètres en moyenne? Oh, 25-30 en moyenne, tous les jours, certainement 30, 25-30. Mais il y a des jours où j'en fais alors 100, quoi. Ce sont les deux choses que vous faites le plus en fait. Rouler à vélo et filmer. Oui, j'aime bien quand ça tourne.
Hein, le vélo, ça tourne, les roues tournent, etc. Ça, c'est merveilleux. Et celui-ci, en plus, il est démontable. Enfin, j'en ai d'autres comme pour faire la course. Celui-là, je peux le prendre dans le train, dans le TGV pour aller travailler à Paris, par exemple. C'est formidable. Mais le vélo, surtout, alors, est pour moi quelque chose d'assez divin. Je n'aime pas ces mots-là, pourtant j'avais dit que je n'aimais pas le sacré, pas le divin, mais voilà que je les cite. Et c'est important parce que un jour, je me suis retrouvé après une hospitalisation de 2 mois entre la vie et la mort, sans plus savoir marcher. J'étais caméraman, je faisais tous les grands tournages à travers le monde, aussi bien pour 9 millions que des faits divers avec Pierre-Manuel et Péché. Là, c'était formidable. La caméra tournait, quoi, et on tournait justement dans ce style de ce que je disais tout à l'heure, en approchant la vie. Les reportages, évidemment, à l'étranger, ça c'était la vie en danger, souvent, comme la guerre du Vietnam, ou la guerre au Liban, ou les affrontements en Irlande du Nord, enfin tous des trucs, ou au Pays Basque. Là, je me suis fait casser la gueule, évidemment. Donc, je sors de l'hôpital au bout de 2 mois, soutenu, avec une petite charrette là, hein, et des béquilles quand il fallait se déplacer. Et puis, enfin bon. Et ça a pris un temps fou pour que je puisse faire un pas, puis l'autre, etc. Or, j'avais basé tout mon principe de caméra à l'épaule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je crois que j'ai pu faire autant de voyages et de tournages, de reportages, et faire ce qu'on appelait le travelling marché, quoi, ce fameux travelling marché pour lequel je me suis exercé des dizaines de fois, marcher comme un sioux, quoi. C'était vraiment le sioux, quoi. J'étais devenu le sioux des Ardennes, quoi, avec la caméra. Et là, je ne savais plus marcher, bordel. C'était vraiment, excusez-moi pour l'expression, mais c'était vraiment, pour moi c'était un moment, le seul moment de ma vie où je me dis, est-ce que je ne devrais pas me tailler, quoi. Eh bien, je n'ai vraiment pas ce courage, c'est tant mieux parce que je n'aime pas, non, et j'ai réappris à marcher, et j'ai réappris à rouler à vélo un jour, quand je suis allé en Provence, où j'avais acheté une maison, et Jean m'a dit, Manu... Jean Bézières, Jean Bessières. Et un ami commun. un ami commun, oui, un grand personnage, un cascadeur que j'avais filmé pour un petit film. Et ben voilà, le vélo m'a permis de faire en quelques secondes ce qui me prenait 1 heure. Enfin voilà, le vélo c'est devenu pour moi, à partir du moment où Jean m'a remis sur le vélo, c'est devenu... Votre meilleur ami. Le vélo est mon meilleur ami, oui.